Bonjour à tous. Vous devez probablement connaître le monument de la culture geek qui est JoJo's Bizarre Adventure. Je sais pas pourquoi je suis vénère comme ça. Ah, JoJo's Bizarre Adventure. Jojo pour les connaisseurs, JJBA pour les fans. Et c'est quoi, c'est Cara Design pour les fils de pute. C'est drôle parce que j'ai pu constater dans mon entourage que personne n'a regardé Jojo. Du coup, en toute logique et vu ma grandeur d'âme que j'ai, je vais vous faire une introduction au monde de Jojo en commençant par la partie 5. Bref, pour cette critique, on commence par un perso de la partie 5 qui s'appelle Léonard Abakio. Il y a une critique extrêmement poussée sur lui. Intro. Léonard Abakio est un des personnages principaux de la partie 5 de JoJo's Bizarre Adventure. Il fait partie de l'équipe Bucciarati et est un des personnages clés de l'intrigue, ayant permis à de nombreuses reprises le développement d'autres membres de l'équipe comme Bucciarati ou Narancia. Il sera principalement caractérisé par une rivalité sans égard envers Giorno, le personnage principal, ce qui est parfaitement compréhensible d'un point de vue caractère. On peut voir en Abakio un opposé de Giorno en tous les points. Alors que Giorno privilégie la survie de ses camarades lors d'une mission, pour Abakio, une mission est un ordre. L'ordre doit être exécuté, coûte que coûte. Alors que Giorno veut gravir les échelons au sein de la passionnée, Abakio, lui, préfère rester à sa place. Tout l'opposé de moi, en gros. Et enfin, alors que Giorno a des rêves plein à la tête, Abakio reste à sa place, les pieds sur terre. Abakio ne peut pas supporter Giorno à un tel point qu'il lui a carrément demandé lors d'une attaque sur un bateau de se casser, refusant de lui montrer son stand. Ce comportement et cette mentalité d'Abakio est parfaitement explicable par son passé, où la première fois de sa vie, il a été mis en confrontation avec la réalité, ce qui l'a énormément déçu. Quand il était petit, il rêvait de devenir policier, car pour lui, la justice était un mot qui avait un sens, profond. Que la justice était ce genre de sens qu'il fallait défendre. Cependant, à son arrivée dans la police, ce fut la désillusion. Un peu comme quand tu révises de ouf pour un examen, mais qu'en fin de compte, tes résultats sont égaux à ceux de Nassim, qui a tellement lu ses cours qu'on se demande pas si ses cahiers sont devenus des grimoires entre temps. La police était complètement corrompue et rongée de l'intérieur par les mafieux et les criminels. Cela faisait écho au fait que pour se dédouaner de la prison, ils pouvaient payer une caution qui n'était pas égale au pot de vin qu'ils pouvaient leur donner, je parle bien évidemment des bandits, à la police, pour pouvoir se dédouaner. C'est alors qu'un jour, lorsqu'une femme se faisait agresser, non pas dans ce sens-là, qu'Abakio arriva sur les lieux du crime et rencontra en réalité un criminel à qui il avait déjà accepté un pot de vin. Ce dernier, sous le pointeur du pistolet d'Abakio, le menacera de tout divulguer à la cour. Perturbé, il baissa légèrement sa garde. Tout cela ne remarquant même pas que son adversaire lui avait déjà tiré dessus. Heureusement et malheureusement, son collègue viendra le protéger, se fera tirer une balle dans la tête et mourra. Suite à cet événement, Abakio démissionnera de son poste de policier et rejoindra ensuite l'équipe Bucciarati. Ce passé, en réalité, montre une sorte de réalité alternative de Giorno. Celle où ses rêves auraient été brisés, ses amis tués et sa volonté meurtrie. Et ce stand, Moody Blues, représente parfaitement Abakio dans sa manière de se ressasser son passé. Lorsqu'on fait la parallèle avec l'équipe de la Squadra, on se rend compte qu'en réalité Abakio est un véritable coup de génie. On peut l'aimer ou non, mais on se rend compte justement qu'il aurait bien pu faire partie de cette équipe de la Squadra et aurait été un ennemi majeur de cette partie. Son passé et son comportement sont parfaitement représentatifs en réalité de celui d'un parfait antagoniste. Attention, pour ceux qui n'auraient pas vu au moins jusqu'à l'épisode 29 de Vento Oreo ou Golden Wind, conseil de pote, veuillez immédiatement quitter la vidéo sous peine de spoil énorme, vous serez prévenus. Ok, t'as décidé de rester? Bon bah ok, Abakio il meurt avec un trou dans le bide à l'épisode 28. Cet événement était complètement inattendu, car la mort d'Abakio fait perdre toute piste au groupe menant au boss, l'ennemi qu'il cherche. Imaginez juste une seconde, vous suivez des héros pendant des heures et des heures de visionnage, quand ils vont enfin avoir une chance de triompher, tous leurs espoirs sont réduits à néant. Cette scène est déchirante à voir pour la première fois. Déjà, le caractère inattendu de sa mort fera un genre de jumpscare bizarre qui nous happe de surprise et de peur. Ensuite, le purgatoire métaphorique dans lequel arrive Abakio nous fait au début croire à un flashback, puis quand Abakio va prendre le bus pour rejoindre ses amis et que l'officier lui dira qu'il est au terminus, on comprend que c'est la fin de tout espoir. Et quand l'équipe revient sur les lieux du meurtre,
c'est le drame. Giorno, Bruno et Mista avaient compris que c'était la fin de la traque du boss de Passionné, avant bien évidemment que Polnareff pointe le bout de son nez. Cependant, c'était pas le cas pour Narancia. Ce dernier, qui avait toujours vécu dans la fugue, voyait en Fugo et en Bucciarati deux figures paternelles. N'ayant jamais été à l'école, Fugo lui apprendra les maths. Quant à Bucciarati, sachant que Narancia est un personnage assez indécis, il prendra les décisions. Et comme pour Abbacchio, Narancia acceptera ses décisions, sans se poser de questions. Le fait qu'il soit extrêmement indécis et ne sache pas prendre de décisions seul se fera remarquer lors de la scène de la barque. Bruno n'ordonne à personne de le suivre, car il sait parfaitement que son acte est, pour la passionnée, impardonnable. Et c'est justement là où est le problème. Narancia n'arrivera tellement pas à prendre sa décision qu'il se mettra à suer et à ordonner à Bruno de sortir un ordre. C'est ce qu'on appelle une ordre reception. Au final, il viendra sur un coup de tête, se reconnaissant en la blessure de triche. C'est alors qu'en voyant le cadavre d'Abbacchio, Narancia sera complètement confus et perdu. Alors que Bruno lui demandait de sonder les environs pour voir s'il n'y avait pas encore un ennemi, Narancia, pour la première fois, refusa. Il était tellement énervé de ne pas comprendre pourquoi Giorno, Mista et Bucciarati étaient aussi calmes en face de la mort d'un de leurs amis, qu'il tentera même d'en venir aux mains, jusqu'à se vautrer lamentablement sur le sol. On assistera alors à une des scènes les plus poignantes de tout l'animé. Giorno et Mista partaient de la plage en marchant, tranquillement, le visage complètement vide. De même pour Bucciarati, au contraire que lui se mordait les lèvres à un tel point qu'il en arrivait jusqu'au sang. Tout cela se déroulera avec une musique de violon jouant en fond, accompagnée avec les cris de Narancia ainsi que ses pleurs. La mort d'Abbacchio fera énormément évoluer Bucciarati et Narancia. Narancia qui, plus tard à Rome, pour la première fois, dira tout ce qu'il voudra faire en rentrant, après toute l'expédition. Ou plutôt comme il le disait, après que tout soit fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se quitte sur cette note macabre. On ne t'oubliera jamais, Abbacchio.